Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Débutons par cette nouvelle qui défraie la chronique. Le gouvernement congolais envisage la révisitation du contrat avec les entreprises chinoises. L'annonce a été faite par le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui estime que ce contrat ne profite pas à la République démocratique du Congo. On l'écoute. Les contrats chinois, eh bien, nous avons c'est pas la première fois que l'on manifeste le souhait de revenir sur ce contrat. Le Conseil des ministres a plusieurs fois est revenu là-dessus, avec des rapports déposés par les ministres en charge des infrastructures, qui pilotent cette question, avec la ministre des Mines. Mais fondamentalement, le travail de l'IGF permet d'aller plus en détail dans les chiffres. Il n'y a rien de nouveau. Nous avions déjà annoncé à notre partenaire chinois qu'il y avait des choses à revoir. Maintenant qu'il y a des chiffres détaillés sur la table, nous allons discuter avec eux. La Chine reste un partenaire important de la RDC, elle le restera encore pendant longtemps. C'est un gros acteur au niveau mondial. Nous n'avons pas envie de nous fâcher avec eux. Nous avons le droit de défendre nos intérêts, de défendre notre vision, notre stratégie. Et il est clair que ce contrat chinois, aujourd'hui, n'est pas à notre avantage. Nous n'avons reçu qu'environ un peu moins d'1 milliard de dollars d'investissement. Nous les avons exonérés dans beaucoup de taxes et charges, mais ils ont généré des revenus qui dépassent 10 milliards. C'est clair qu'on se pose des questions et on va voir ce que ça va donner. Mais au-delà... Et puis à faire 100 000 $ américains octroyés au boxeur international Martin Bakolé, la pression médiatique a beaucoup joué pour que les fonds soient décaissés en procédure d'urgence. C'est ce qu'a fait savoir le ministre des Finances Nicolas Kazadi. C'était au cours du briefing de presse à côté de son collègue de la communication et des médias. Suivez l'Argentie nationale. Facile. Regardez l'incident qu'il y a eu dernièrement avec un paiement qui a défrayé la chronique pour les 100 000 $. Ces 100 000 $ ont été faits dans l'urgence, sous la pression, y compris médiatique, alors que nous avions déjà pris... Non, mais c'est votre rôle, ce n'est pas négatif. Votre rôle est aussi de... Médiatique, ça ne veut pas dire vous les journalistes, mais dans les réseaux sociaux, du moins. Ce sont des médias. Eh bien, lorsque nous avions déjà pris la décision de ne plus payer nos athlètes en cash. Mais lorsqu'une demande vient avec autant de pression, elle est passée par le ministère du Budget qui nous a demandé de le faire. Et nous l'avons fait. Alors que nous-mêmes, le même ministère avait déjà demandé qu'on le fasse désormais par voie bancaire. C'est des choses qui peuvent arriver. Et il faut que, et d'ailleurs j'en profite pour demander à tout le secteur sportif de mettre à jour autant que possible la liste de ses affiliés, c'est-à-dire des sportifs, de manière à ce que chaque fois que des paiements viendront, qu'ils puissent les recevoir par voie bancaire. Donc c'est un effort collectif, c'est dans cet esprit que nous avons fait ce communiqué au gouvernement. Ce n'est pas une question d'aveu, nous n'avons rien à avouer ou à cacher. Nous sommes un des pays en Afrique qui est le plus transparent en matière budgétaire. Toutes les observations électorales, les observations économiques le reconnaissent. Et donc nous continuons dans cette transparence. Si c'est une faiblesse, c'est dommage. D'un chapitre à un autre, la cité côtière de Mwanda n'a toujours pas bénéficié de 10 millions de $ américains de rétrocession sur les fonds émanant des sociétés pétrolières comme prévu. Un collectif de jeunes de cette cité du Congo central est monté au créneau pour dénoncer cet état de choses. Ces jeunes Mwandais se sont déplacés pour déposer un mémorandum à l'Assemblée nationale pour qu'une solution soit trouvée d'urgence. Igor Songo et Torres Atibou étaient présents. La tension restait vive sur le dossier signature de la VENANEF sur la rétrocession en vue du développement de base de la cité côtière de Mwanda. Depuis que le chef de l'État Félix Tshisekedi avait instruit le ministre des Hydrocarbures le 23 décembre 2021 de suivre le dossier sur la mise à la disposition de cette entité d'une somme de 10 millions de $ américains, le constat est tel que l'argent n'a jamais été au bénéfice de Mwandé. Après avoir déposé cette pétition, Armel Loubadika, chef de la délégation, se déchaîne. Eh bien, comme nous l'avons promis, que nous serons dans la ville-province de Kinshasa pour déposer la pétition que la population a signée dans les soucis de pouvoir interpeller les ministres signataires de la VENANEF. Vous le savez bien que le président de la République démocratique du Congo, lors de la signature de ce contrat en décembre 2021, il avait voulu à ce que les territoires du Mwanda puissent bénéficier quand même de cette cagnotte, raison pour laquelle il avait rétrocédé cette somme au développement de ces territoires. Mais depuis 2021 jusqu'à ce jour, rien ne s'est fait, raison pour laquelle nous nous sommes décidés de venir
aujourd'hui devant ces grands bâtiments pour déposer notre pétition. Selon Armel Loubadika, le peuple Nkongo attend impatiemment l'interpellation du ministre des Hydrocarbures et de Finances pour qu'il vienne expliquer en clair la destination de ces fonds, combien important pour ce territoire qui connaît un recul en matière de développement. Au chapitre de la sécurité, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda ont encore attaqué les positions des FARDC hier lundi. L'armée qui s'est prononcée sur la question condamne cet acte et appelle les chefs d'État de l'EAC à constater la violation des différentes recommandations de ce seul feu et prononcer des mesures qui s'imposent. On écoute à ces sujets le porte-parole de l'armée au Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Djike. Le RDF M23 ont lancé des attaques généralisées sur 4 de ses positions à Kiahembe, Buchaluichi, Kiusa et Lubula en territoire de Massissi. Et ce, malgré les efforts fournis par les chefs d'État à Nairobi, Luanda, Bujumbura et plus récemment à Addis Abeba, afin d'obtenir le cessez-le-feu de la part de ce dernier. Ces affrontements, qui sont en cours au moment où nous communiquons, viennent de provoquer des déplacements massifs des populations civiles, entraînant de ces faits un drame humanitaire. Ainsi donc, au regard de ces multiples violations à répétition du cessez-le-feu par le RDF et ses supplétifs d'un M23, le FARDC lance pour la énième fois un appel à la communauté internationale, à l'Union africaine, à la communauté des États d'Afrique de l'Est, ainsi qu'au mécanisme de vérification ad hoc, de constater ces bavures et d'en tirer toutes les conséquences. Toutefois, dans le cadre de ces missions constitutionnelles, les forces armées de la République démocratique du Congo ont pris toutes les dispositions qui s'imposent pour éradiquer cette manche et protéger les populations congolaises et leurs biens, tout en demeurant respectueuses de la volonté des chefs d'État de l'EAC. Tous les territoires conquis par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda seront repris sans aucune forme de négociation. C'est la déclaration du général-major Chiko Chitambwe qui revenait d'une mission auprès des pays membres de la SADC. Le sous-chef d'état-major des FARDC en charge des opérations se montre donc très optimiste sur la victoire de la RDC face à cette agression. Je vous propose de l'écouter. Avec les efforts du commandant suprême, ces efforts qui ont conduit à ce que les sanctions auxquelles nous étions victimes injustement avaient été levées. Nous sommes dans une phase où nous devons essayer de renforcer nos relations au niveau régional avec la SADC et au niveau bilatéral aussi avec quelques pays de la région pour essayer de voir comment nous ouvrir aussi à d'autres horizons, faisant appel à nos différents partenaires dans la région. C'est pourquoi j'étais parti voir nos partenaires et on a eu de bons contacts, ça va produire des fruits d'ici là. N'oubliez pas aussi que cette organisation nous avait beaucoup aidé à l'époque où nous avions connu la première guerre d'agression dans les années 1999-2000 je pense. Et nous gardons de très bons souvenirs avec nos partenaires de la SADC et eux aussi nous portent à cœur et nous allons voir dans quelle mesure faire un bon progrès sur le plan de défense. Cette guerre nous a pris au moment où nous étions concentrés dans les opérations contre les EDF et les autres opérations dans l'Ituri et dans la partie sud. Les forces armées sont en train de faire leur travail. La guerre contre les Rwandais, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquis par ce dernier seront repris sans aucune forme de négociation. Ça fait presque 25 ans que notre population dans la partie est souffre beaucoup. Du massacre de Makobola jusqu'à Kishiché,
tout est documenté. Le massacre de l'Est porte un nom et une adresse. Et tôt ou tard, les responsables vont payer. Rendons-nous dans la province de la Tchopo pour parler de l'affaire de 2 officiers de la police nationale congolaise poursuivis pour association des malfaiteurs. L'affaire a été transférée dans la province de Kisangani où la cour va les juger. Suivez. Les 7 prisonniers criminels, dont 2 officiers supérieurs de la police nationale congolaise, poursuivis par le ministère public au cours des audiences publiques en chambre foraine organisées par la cour militaire de la Tchopo-Ouélé depuis le mercredi 8 février de cette année au stade Mama Mobutu situé au quartier Kinkole, commis de Mambaya, dans la ville d'Issiro, chef-lieu de la province de Oti-Ouélé, ont été transférés à Kisangani le vendredi 17 février 2023 par décision de cet organe judiciaire. Le colonel magistrat Diemon José, auditeur supérieur de la dite cour, explique. L'instruction a été menée, mais très curieusement, avant-hier, lorsqu'on avait demandé à ce que les parties puissent aller s'apprêter pour se retrouver les samedis pour réquisitoire et plaidoirie, mais fort malheureusement, nous avons été surpris par la requête de la défense de Kitolongo, le PD, qui a réquisé les 2 juges. J'ai décidé d'amener tous les prévenus à Kisangani pour que la haute hiérarchie puisse envoyer un juge qui va statuer sur la réquisition. Et après avoir statué sur la réquisition, et on va procéder autrement avec soit une nouvelle composition. S'il n'y a pas d'effet à reprocher à la présente composition, bon, on va les retourner les dossiers. Ces inculpés ont été escortés à l'aéroport national de Matari, ville d'Issiro, par les éléments de la justice militaire pour leur embarquement à Kisangani. A noter que ces personnes arrêtées sont présumées auteurs de crimes à répétition dans la ville d'Issiro et territoire de Ouassa en décembre 2022. À cet effet, la population doit avoir une collaboration étroite avec les services spécialisés pour plus d'efficacité dans cette lutte contre l'insécurité. Ils n'ont plus supporté la puissance de feu des forces armées de la RDC. 5 djihadistes ADF se sont rendus à l'armée loyaliste à Beni dans la province du Nord Kivu. Parmi eux figure l'imam d'une mosquée de la ville de Kalemi dans la province du Tanganyika. On fait le point avec Anthony Mwalouchaï, porte-parole de l'armée dans la région de Beni. Oui, il faut dire que les opérations évoluent très bien sur terrain, surtout cette semaine où nos forces ont enregistré beaucoup de succès sur terrain, que ce soit avec les opérations, des démantèlements des collaborateurs et des ADF sur terrain, que ce soit dans le cadre d'arrestation des collaborateurs ou des traques des ADF dans la profondeur. Je vais vous garantir que les opérations évoluent très bien. Pas plus tard que le 19 février 2023, les forces armées de la République démocratique du Congo ont traqué sérieusement les terroristes ADF-MTM dans la périphérie de rivière Sefou, où nous avons vu 5 de ces djihadistes se rendre. Cela montre vraiment que le fait était vraiment supérieur. Et parmi les ADF qui se sont rendus figure un chien, donc un responsable du nom de Ramazani Idriss Panda, qui est imam d'une mosquée dans la ville de Kisangani, donc dans la ville de Kalemi. Donc ça montre vraiment que les terroristes ADF-MTM recrutent partout et non seulement dans notre zone de responsabilité. Et il y a aussi 3 femmes et une mineure. Donc c'est grâce aux opérations que nous avons menées sur terrain que ces djihadistes avec leurs armes ont préféré se rendre tout simplement auprès des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc pour l'instant, ils sont en train d'être exploités par nos services spécialisés et nous pensons que dans les heures qui suivent, nous aurons encore d'autres renseignements pouvant nous aider à mener bien les opérations sur terrain. Au chapitre de la diplomatie, les États-Unis d'Amérique soutiennent une RDC forte, stable, pacifique et attachée aux valeurs démocratiques. Déclaration de l'ambassadeur des USA en RDC après être reçu par le Premier ministre congolais. Lucie Tamlin et Jean-Michel Samalou Kondé ont abordé des questions d'intérêt commun aux 2 États. Écoutez donc la diplomate américaine. Tout d'abord, je voudrais me présenter. Je suis Lucie Tamlin, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo.
Je suis vraiment ravie d'être ici. Je viens de m'entretenir avec son Excellence, le Premier ministre. C'était une visite de courtoisie, mais nous avons abordé des questions sur nos priorités mutuelles et nos intérêts communs. Surtout, moi, j'ai signalé que les États-Unis soutiennent une RDC forte, stable, pacifique et attachée aux valeurs démocratiques. Nous savons que la paix ne peut pas réussir si l'intégrité territoriale n'est pas respectée. Aussi, nous avons discuté notre programme d'assistance qui est important, surtout dans les domaines de l'éducation et la santé, mais aussi pour assurer la protection de l'environnement et aider le développement économique pour les Congolais. Donc c'était un très bon échange et je me réjouis d'être ici et j'attends avec impatience l'opportunité de renforcer les liens de coopération et amitié avec ce beau pays sous le signe de bâtir l'avenir ensemble. Merci. Drame dans la ville de Chikapa au Kasaï, une collision entre une jeep et un bus a fait 5 morts dont une femme. Les faits se sont déroulés au village Mouélé. Les détails, c'est dans ce commentaire de Paulin Alexandre Kamania. Selon les témoins du drame, ce véhicule provenait de Kinshasa vers la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, avant de se cogner et contre un bus de la société classique Coach, appartenance de la ville de Kinshasa, capitale congolaise. Parmi les morts, on signale une femme et 4 hommes. Quelques blessés graves ont également été rapportés. Les mêmes sources renseignent que les fiches de la Commission électorale nationale indépendante ont été retrouvées à bord de ce véhicule, bien que son origine n'est pas jusqu'à présent reconnue, une information démentie par les autorités locales. Par ailleurs, le vice-gouverneur de la province du Kasaï, Gaston Kolé Chimanga, je citais, s'était rendu sur les lieux du drame pour compatir avec les différentes familles perdantes peu avant d'amener les corps à la morgue de l'hôpital général de Chikapa. D'autres sources signalent par ailleurs que parmi les personnes décédées, on retrouve la femme du député national Théo Kazadi Mwangila et quelques membres de son parti politique qui s'y rendaient dans la ville et pour préparer son accueil. En société, ce n'est plus possible de fuir les embouteillages par la route Bralima dans la commune de Matete. Cette voie est pratiquement en lambeaux car jonchée par des immondices volumineuses. Alors que dans le même temps, les travaux de réhabilitation abandonnés à mi-chemin ont envenimé la situation. C'est un reportage de Richard Kabea et Enoch Mafouka. Il n'y a pas moyen de progresser plus loin une fois arrivé sur la route Bralima qui est censée mener vers le quartier Kinsaku. Déjà rendue impraticable par cette couche très épaisse d'immondices, cette route a été complètement abandonnée par la société qui avait amorcé les travaux de réhabilitation. Une situation qui n'est pas de nature à plaire Maître Chai, habitant du quartier. On avait constaté les travaux à un certain moment, mais tout s'est arrêté. On a demandé à l'ingénieur qui nous a dit que l'État ne finance plus. Regardez comment la situation de la route s'empire davantage. Si la pluie tombe ici, on n'est pas tranquille. Malgré plusieurs cris d'alarme lancés en direction des décideurs, rien ne change, la situation ne fait que s'aggraver. Cela fait 2 ans depuis qu'ils ont eu l'argent, mais les travaux de caniveau sont inachevés. Ils sont partis et ont abandonné leurs conteneurs. Il n'y a personne pour faire le suivi. Ça fait très mal et ça nous attriste encore. La route était bien sablonnée. Le véhicule roulait facilement. Ils sont venus enlever du sable, croyant qu'ils vont finir vite les travaux. Pourtant, cette route facilite la circulation pour sortir vers Baninou, voir le boulevard. On se rappelle que cette route servait à contourner les embouteillages vers sous-région, car étant l'une des entrées principales de la commune de Matete. D'une commune à une autre, la route carrière complètement délabrée, la population sans eau de la régie des eaux depuis des Listres. Voilà le calvaire quotidien de la population de cette zone du quartier Mpassa dans la commune de Lancélé. Ses habitants de ce millier se disent asphyxiés. Jérémy Damboma et Enoch Mafouka ont fait ce constat.
À la commune d'Iloncelé, précisément sur l'avenue Carrière, la route n'est pas bonne à voir. Il y a des nids de poules ça et là, des sacs remplis de sable pour empêcher des érosions qui progressent dangereusement, créant aussi des inondations pendant les pluies. On parle aussi d'une bonne quantité de sable sur le sol, au point que cela rend difficile la circulation pour le motard. Les habitants de cette avenue n'ont que leur voix pour interpeller les décideurs. Si nous n'émettons pas des sacs de sable, donc c'est triste. Lors des pluies qui s'annoncent souvent au 4e mois, il y a toujours des inondations chez nous. Que l'État nous aide avec cette affaire de route. Terre jaune était comme notre route, mais ils l'ont arrangé. Ici, il y a des députés que nous avons élus. Mais nous souffrons il y a presque 2 ans, nous, des motards. À Terre Jaune, ils ont leur macadam. Les Koulouna sont très puissants ici et il n'y a personne pour nous défendre. La route n'est pas seulement l'objet de leurs plaintes. Les habitants des carrières sont en manque d'eau de la régie des eaux, raison pour laquelle ils se servent des eaux des forages, une situation qui ne les achante pas, mais ils sont contraints de faire avec. Les forages que les gens utilisent appartiennent à autrui. C'est les biens privés d'une personne. Ils n'appartiennent pas à l'État. Nous payons 25 litres à 100 francs. Carrière, tout ça, vraiment premièrement. Sur l'avenue Carrière, nous sommes premièrement en insécurité et puis deuxièmement une difficulté d'eau. En tout cas, ça ne va pas. À cause des mauvaises routes, l'on enregistre des accidents et des cas d'insécurité et par manque d'eau potable, la population se sert de l'eau de forage qui n'est pas parfois bien entretenue et occasionne des microbes. Un mot sur le sport. Quel est le stade qui va abriter le match RDC-Mauritanie? Le feuilleton continue après la réunion exceptionnelle du comité exécutif de la FECOFA tenue hier lundi. Au sortir des échanges, l'instance fêtière de football congolais avait annoncé une prochaine rencontre pour ce mardi afin de décider finalement sur les lieux de cette rencontre des éliminatoires de la CAN 2023. Lionel Ngolo nous en parle. Où jouera la RDC face à la Mauritanie en match comptant de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023? En tout cas, pas de réponse au terme d'une réunion exceptionnelle tenue ce lundi par les comités exécutifs de la FECOFA, d'où il était question. Choisir les lieux où va se dérouler le match prévu pour la 3e journée contre la Mauritanie. Le stade Japoma du Cameroun, initialement choisi pour arbitrer ce match, n'est plus au rendez-vous, comme le souhaitent plusieurs Congolais, ce qui a valu évidemment une modification très vite. Le président a négocié à la CAF un petit moratoire afin de lui permettre de rencontrer les autorités du pays, notamment le ministère des Sports pour ce que c'est le gouvernement et aussi la présidence. Prenez patience, vous aurez le stade qui abritera le match RDC. Accusé d'avoir comploté sur la décision du choix du stade Japoma du Cameroun, le secrétaire général de la FECOFA parle tout de même d'un choix consensuel. Ce match au stade Japoma, c'était un choix consensuel. Bon, vous savez, la FECOFA est suffisamment organisée. Quand une réunion se tient, ce n'est pas le vice-président qui fait le rendu de la réunion. Hein, donc, je ne peux pas parler de moi-même. À quand la fin de ces feuilletons? En tout cas, une nouvelle réunion est prévue ce mardi pour décider finalement sur le lieu du match RDC Mauritanie. Mesdames et messieurs, cette édition du journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur la FM Télévision.